procès de Laurent Gbagbo a débuté à la Cour pénale internationale. Il comparait avec son ex-ministre Charles Blé Goudé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président Faure Gnassingbé vient d'effectuer une visite officielle au Vatican où il a été reçu par le pape François. Les deux personnalités ont eu 30 minutes de discussion axée sur les questions relatives au développement en Afrique, à la lutte contre la pauvreté et à l'extrémisme qui génère le terrorisme. Prenant acte de la qualité de leurs relations dans la perspective de les renforcer, le chef de l'État et le Saint-Père se sont penchés sur la participation des catholiques au progrès du pays comme du peuple togolais dans son ensemble, notamment en matière d'enseignement. Il a été ensuite question de certains enjeux intéressants à l'Afrique occidentale et subsaharienne et d'un engagement commun en faveur de la sécurité et de la paix régionale. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Les échos de la primature, Lomé et la Havane veulent renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Une volonté réitérée ce matin par les deux parties à travers les échanges entre le Premier ministre Komiselom Klassou et José Luis Noriega Chancez, le chargé d'affaires de l'ambassade de Cuba au Togo avec résidence au Bénin. Les propos du diplomate cubain ont été recueillis par Carmen Madjé à Capo. Le Togo et Cuba, nous avons des relations depuis longtemps. De très bonnes relations. On est très content d'être reçus pour son Excellence, le Premier ministre togolais. Et je viens le dire de la disposition de mon pays de continuer à renforcer ces relations dans tous les domaines politiques, économiques, commerciaux, etc. Dans les relations que nous avons, on donne des bourses, par exemple, d'études gratuites à des jeunes togolais qui se forment à Cuba aujourd'hui et même depuis. Et il y a ici d'autres environnements que nous sommes en train de chercher pour voir comment est-ce qu'on peut relancer la coopération et les partenariats entre nos deux pays, surtout la coopération sud-sud, de chercher des voies de coopération pour améliorer la situation de notre deux pays et faire le progrès et le développement. Le Premier ministre nous a accueillis très caloureux, dans une très bonne ambiance, et je suis content parce que j'ai constaté qu'il est aussi content de ma présence ici. La coopération, c'est aussi quand la diaspora se rapproche de ses origines. Les médecins togolais résidant en France, ensemble avec leurs pairs restés au pays, organisent à Lomé un congrès sur les céphalées. En dehors de la médecine générale, diverses spécialités y sont impliquées, l'ophtalmologie, la neurologie, la gynécologie obstétrique et bien d'autres. Il s'agit d'un partage d'expérience sur ce mal de tête chronique afin de mieux prendre en charge les patients. Sonia Ménico, Charlotte Roussimé, reportage. Qui réunit des médecins, toutes spécialités confondues, sur une préoccupation, les céphalées dans tous leurs états. Les céphalées, un mal généralement à l'origine de plusieurs pathologies. Ophtalmologues, gynécologues, cardiologues, neurologues, dentistes, ces professionnels de la santé vont donc rechercher à mieux cerner et comprendre cette maladie en tenant compte de sa spécificité. Avec nos pairs, nous allons échanger puisqu'il y a des thématiques qui vont commencer sur déjà ce qu'on peut comprendre par les céphalées et qu'est-ce qui induit les céphalées, quelles sont les bases anatomiques, quelles sont les bases radiologiques et ensuite par spécialité, quels sont les points de rencontre, les points convergents, c'est ce que nous allons pouvoir faire et ça permet ainsi, si vous voulez, de nous éclairer d'abord tous, puisque échanger, c'est partager. C'est une initiative de l'association Naître et Vivre en Afrique, un mouvement de jeunes Togolais, majoritairement des médecins résidant en France. Il promeut la santé en Afrique, surtout au Togo. Et cette démarche de partage d'expérience est saluée par le ministre de la Santé qui entrevoit déjà les retombées d'une telle initiative pour le Togo. Que ce soit les maladies infectieuses, les maladies parasitaires, les maladies non transmissibles, avec l'hypertension, les cancers, le diabète, tous ces domaines-là sont affectés par les céphalées. Et j'ai vu les programmes, on a demandé à chacun d'entre nous de venir parler de sa spécialité à travers les céphalées ou des céphalées à travers sa spécialité. Alors, je trouve que c'est une très très bonne chose. Le gouvernement est tout à fait disposé à encourager ce genre d'initiative, puisqu'il y a quelques semaines, nous avons reçu beaucoup de frères de la diaspora avec le collègue des affaires étrangères. L'idée étant d'établir constamment un pont entre
nos différents compatriotes de l'étranger. Dans la majorité des cas, les céphalées ne sont d'aucune gravité, mais certains tableaux cliniques associés doivent attirer l'attention du médecin. C'est pourquoi le sujet doit se rendre instantanément à l'hôpital, surtout quand le mal devient récurrent. La boîte crânienne qui brûle avec de vives sensations de douleur à la tête, les céphalées ont de multiples causes dues à l'état immunitaire et voire psycho-affectif de chacun. Cette pathologie se traite, elle peut être même prévenue. Charlotte Moussime, précision. Les céphalées, douleurs locales ressenties au niveau de la boîte crânienne ou parfois de la nuque. Elles sont le symptôme primordial de beaucoup de pathologies. A priori, elles ne sont d'aucune gravité, mais peuvent occasionner d'autres maladies. Elles peuvent cacher de très grosses maladies. Et donc, l'évolution de la compréhension de la médecine et surtout l'apparition des moyens de diagnostic très performants, comme le scanner et l'IRM, ont fini par montrer que celui qui a mal à la tête, ce n'est pas parce que tout simplement, avec de l'aspirine qu'on va le traiter. Ça peut être une très mauvaise maladie, une tumeur du cerveau par exemple, ou tout simplement des choses tout aussi banales comme des troubles de la dépression. Si vous faites une fièvre, vous allez avoir mal à la tête. Bon, avec un peu d'antifiévreux comme l'aspirine ou paracétamol, vous pouvez vous en sortir. Mais si ce mal de tête dure 3, 4, 5 jours et que malgré ces médicaments-là, vous avez encore mal à la tête, il faut se dire que ce n'est plus un mal de tête simple. Et il faut aller voir son médecin. Et le médecin généraliste, après consultation, doit pouvoir référer le patient à un spécialiste du domaine. La fatigue, le surmenage, la privation de sommeil, le stress, l'anxiété, les effets secondaires médicamenteux, le rhume, la sinusite, l'angine, le mal de dents, les problèmes oculaires ou autres infections virales. Voilà autant de causes courantes des céphalées. Elles peuvent être aussi prévenues. L'une des céphalées les plus simples, les plus communes ici et tout, par exemple la migraine ou les céphalées cataminiales au moment des règles. Donc on peut prévenir ces maux de tête-là et faire en sorte qu'elle n'ait pas à subir ce traumatisme. Nous sommes dans une sous-région où la parasitose est quand même assez commune et tout. Donc en traitant toutes les parasitoses, on éloigne ces maux de tête ou céphalées. Et il restera, j'espère, à traiter les plus grosses et tout, qui quand elles sont là, malheureusement, elles sont souvent le signe d'une gravité. Aussi, certains gestes, comme par exemple les coups de poing sur la tête, doivent-ils être évités pour être à l'abri des céphalées. Nous restons dans le domaine de la santé. Le CHR de Dapaon vient d'être doté d'un bâtiment servant de laboratoire. C'est un appui du peuple américain dans le but de contribuer à améliorer les prestations de services d'analyse au CHR, hôpital de référence de la région des Savanes. Désiré Aloy. Une coupure de ruban symbolique. Le chef de la diplomatie américaine au Togo, David Gilmour, met à la disposition du CHR de Dapaon un bâtiment d'extension du laboratoire d'analyse. Dans quelques jours, il sera équipé du matériel moderne de dernière génération, le tout évalué à 200 millions de francs CFA, financé par le département de la défense des États-Unis. Un projet qui témoigne de la qualité des liens de coopération entre le Togo et les USA. Actuellement, là où nous faisons le prélèvement sanguin, c'est restreint. C'est bien que c'est 2 ou 3 personnes qui font le prélèvement. Et ça ne nous permet pas de recevoir tous les malades, même au-delà de 9 heures. Mais avec ceci, on commence à 7 heures et déjà à 8 heures, 8 heures et demie, tous ceux qui viendront, même si c'est 100 personnes, on est à mesure de les recevoir parce que nous allons multiplier le nombre de préleveurs. Voilà, c'est un grand acquis. Ce bâtiment nous permet aussi, avec le temps, déjà l'année prochaine, d'introduire d'autres analyses que nous ne faisons pas ici. Pour ce, je tiens sincèrement à remercier le peuple américain pour ce don. Pour atteindre la vision Togo pays émergent en 2030 chère au chef de l'État, le Togo met en place toutes les conditions nécessaires. Ce laboratoire pour l'hôpital de référence de la région des Savanes est une illustration au plan sanitaire pour le bien-être des populations. Une volonté soutenue par le gouvernement américain.
aux soins de santé de qualité est l'une des priorités de l'ambassade des États-Unis au Togo. Le gouvernement américain continue de financer la construction d'écoles et de centres de santé à travers tout le Togo pour une simple raison. Nous croyons que les Togolais méritent un niveau de vie élevé et donc nous soutenons les programmes orientés vers la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement. Que cet établissement serve au bien-être des hommes, des femmes et des enfants de Dapong et de toute la région pendant plusieurs années. Ce joyau moderne vient allonger la liste des réalisations des États-Unis dans la région des Savanes, notamment dans le domaine sanitaire, éducationnel, agricole et environnemental. Outre ces domaines d'intervention, les USA octroient régulièrement des subventions aux groupes communautaires. La coopération américano-togolaise est donc au beau fixe et se renforce davantage parce que de nombreux projets sont annoncés. La construction de bâtiments scolaires à Lomé, à Bidi, à Gundunga, à Dapaon, à Noutien et ailleurs. Santé et éducation sont intimement liés. En bon combattant, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle a achevé sa course. Toutes les grandes régions du pays parcourues en quelques jours à la rencontre des enseignants. La dernière étape, celle de Lomé Golf, s'est déroulée dans une ambiance quasi familiale. Le ministre et les enseignants se sont parlé. Chaque partie s'est engagée à jouer sa partition pour hisser plus haut le flambeau de l'éducation togolaise. Désiré Dagbovi, Augustin Kossi, Sylvain Rabdou. C'est une rencontre d'échange sur les maux dont souffre le secteur et mieux penser le système de l'enseignement au Togo. Le professeur Tchakweli, ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, acteur de l'éducation et cadre du ministère, dans un esprit de partage, ont défini les stratégies à même de favoriser un enseignement de qualité pour tous. Et pour le gouvernement, le choix est clair. Faire du secteur un facteur de l'émergence du pays à travers l'amélioration des conditions des enseignants et la qualité de l'enseignement. Nous avons réalisé beaucoup de progrès en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants. Beaucoup de défis restent à relever, a-t-il ajouté, mais c'est ensemble, dans le dialogue et la concertation, que les solutions aux problèmes doivent être recherchées. Dans l'ensemble, nous trouvons que c'est un bel exercice. C'est bien que le ministre descende de temps en temps à la base pour parler avec le personnel, pour les écouter et recueillir leurs préoccupations et essayer d'y trouver des réponses. Nous nous sommes entendus qu'avec lui, c'est la franche collaboration directe. Nos problèmes sont ses problèmes parce qu'il fut et il demeure un enseignant. C'est donc une nouvelle étape pour un enseignement de qualité axé sur des résultats. Engagement renouvelé de la famille éducative Lomé Golf à œuvrer dans le respect mutuel et à travailler dans les règles de l'art pour redynamiser le système de l'enseignement. Autre domaine vital, et pour les populations et pour l'économie, l'énergie. L'autorité de réglementation du secteur de l'électricité organise une audience consultative sur le projet de gestion de l'éclairage public. Les collectivités locales, les associations de consommateurs sont mises à contribution pour aboutir à l'adoption d'un document de référence devant mieux réguler l'éclairage public au Togo. Prudence Zissou. Les différentes activités relatives à la gestion de l'éclairage public au Togo seront bientôt réglementées par de nouvelles normes pour la pérennité de ce projet. L'autorité de réglementation du secteur de l'électricité veut donc proposer au ministère chargé de l'énergie un outil efficace pour corriger les insuffisances constatées notamment dans l'exploitation, l'extension, la maintenance et la réhabilitation du réseau d'éclairage public. Les collectivités locales, les acteurs du secteur de l'énergie et associations de défense du droit des consommateurs apportent ici leur contribution à l'amélioration de ce document élaboré par la RSE avec l'assistance du cabinet Afrique Ingénieurs Experts Consultants. Il servira de cadre réglementaire pour relever les défis qui s'imposent à ce secteur. Le document a identifié dans sa première partie toutes les parties prenantes, leurs responsabilités, leurs devoirs, leurs obligations.
Et la deuxième partie a défini les procédures pour la réalisation du réseau d'éclairage public. Aujourd'hui, lorsque les voies sont aménagées et que l'éclairage public est réalisé, la réception ne se fait pas comme il se doit. Et dès que ces éclairages tombent en panne, la maintenance ne se fait pas comme il se doit. Et il y a également les citoyens qui investissent dans l'éclairage public. Et l'investissement aussi devait suivre un certain nombre de règles. Donc, dans la deuxième partie, les procédures ont été définies pour toutes ces tâches-là, pour pouvoir dire à chacun ce qu'il doit faire. L'ARCE sera derrière pour veiller à ce que ces procédures soient respectées. Cette initiative de la RSE de doter le Togo d'un instrument juridique pour une meilleure gestion des activités du réseau d'éclairage public vient donc sécuriser et assainir davantage les relations entre la chaîne des partenaires. On note un développement soutenu du système d'éclairage public au Togo ces dernières années. La volonté politique y est, mais tout est question de moyens. Progressivement, les villes et les contrées les plus reculées changent de visage grâce au projet d'extension du courant électrique. Nous retrouvons Prudence Zissou. Lomé, la capitale, quand le jour et la nuit semblent ne plus avoir de frontières. Des routes et quartiers de plus en plus éclairés, des lampadaires qui luisent et donnent envie à qui le veut de prolonger à volonté ses activités. La politique d'éclairage public s'étend progressivement aux quartiers périphériques de la capitale. Près de 3000 km de réseaux d'éclairage public ont été réhabilités depuis 2005, soit plus de 35 000 points lumineux installés sur toute l'étendue du territoire. À cela s'ajoutent 7 000 lampadaires fonctionnant avec des panneaux solaires. L'image de notre village a changé. Nous n'avons plus besoin d'aller jusqu'à Agoué pour faire le suffilage et charger nos portables. Nous sommes aussi au parfum de l'actualité grâce à l'électrification de notre village. Cette politique d'électrification est bénéfique pour notre village. Ceux qui ont appris les métiers comme la mécanique et l'électronique ont ouvert leur atelier. Cela crée également d'autres activités génératrices de revenus dans le milieu. Le courant m'aide à faire les photocopies aux élèves, les traitements de tests. Nous nous sentons maintenant en sécurité et les enfants étudient aussi dans de bonnes conditions. Ce projet qui se poursuit cette année prendra en compte d'autres localités du pays. Nous avons, selon nos prévisions, prévu installer dans les chefs-lieux des régions 200 lampadaires solaires dans la capitale, la commune de Lomé et la préfecture du Golfe, 1500 lampadaires, et dans les autres chefs-lieux de préfecture et sous-préfecture, 100 lampadaires. L'expansion du réseau d'éclairage public favorise le développement des activités socio-économiques à Lomé, tout comme dans les autres villes du pays. Sa meilleure gestion va s'améliorer davantage grâce à l'implication active des collectivités locales. Par rapport au comité de gestion qui a été mis en place, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour leur permettre de gérer efficacement ces différentes actions qui sont mises en place. Nous sommes en train d'adopter un document, un texte légal qui nous permettra de gérer efficacement ces systèmes d'éclairage public dans les préfectures. De nouveaux projets de développement du secteur électrique seront également exécutés cette année. 6 grandes villes du pays sont ciblées, notamment Dapaon, Kara, Sokodé, Atakwame, Palimé et Aneho, avec un accompagnement financier de Exim Bank de Chine. Le but visé est d'améliorer le taux de couverture nationale actuel, qui est de l'ordre de 32%. Sans éclairage, c'est donc l'obscurité et une source d'insécurité. Vol, braquage et même des viols. Ceci se passe souvent dans les pays instables. Il revient alors aux missions de paix déployées dans ces pays en difficulté de protéger les populations vulnérables, surtout les femmes et les jeunes filles, contre toute forme d'agression sexuelle. Et c'est le bien fondé d'une session régionale qui vient de se tenir à Lomé. Dodo Waré, Antoinette Romain-Ovovoir. Il nous rassemble ici aujourd'hui
Les forces armées des pays de la sous-région disposeront désormais des tests pouvant régir les comportements à adopter lors des missions de maintien de la paix à travers le monde. Les échanges sur les questions d'exploitation et d'abus sexuels dans le contexte des opérations de maintien de la paix ont abouti à des résolutions, ce qui devra contribuer à redorer l'image des casques bleus de l'ONU et des forces armées en général. Nous avons fini les travaux en élaborant un projet de document qui doit servir de base et de cadre pour la formation de nos personnels. Je compte remonter également l'information à mes frères d'armes maliens qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces séminaires en donnant peut-être des cours dans le domaine. Il s'agit de combattre les actes d'abus sexuels au sein des troupes des missions onusiennes. Et des stratégies ont été élaborées pour mieux prévenir et mieux gérer ces actes. Nous avons pu jeter les bases des mécanismes de prise en compte et de gestion de ces facteurs-là pour pouvoir prévenir les abus sexuels et exploitation en opération de maintien de la paix. Un guide a été élaboré et sera soumis à l'approbation des chefs d'état-major de la sous-région pour que ce soit distillé au niveau des troupes qui sont déployées en opération de maintien de la paix. Les participants à cette session de formation devront relayer à leur tour les informations reçues dans leurs bases respectives en vue d'une meilleure appropriation par l'ensemble des troupes. Cette rencontre sous-régionale a vu la participation des forces armées du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. L'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie, INPIT, a bâton rompu avec les centres, instituts de recherche, les universités, les grandes écoles et les entreprises industrielles. C'est pour créer et maintenir un partenariat dynamique avec ces acteurs afin de susciter chez eux un meilleur intérêt pour le système de la propriété industrielle. Éric Djanikbo, Gérard Lagoudou. Selon les analyses de l'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie au Togo, nombreuses sont les œuvres qui échappent au contrôle de leurs auteurs. Pour mieux encadrer et rentabiliser le monde de la créativité au Togo, les inventeurs, les chercheurs, les opérateurs économiques et les cadres des administrations publiques et privées s'imprègnent des rudiments, des contours et des implications de ce que c'est que la propriété industrielle. La propriété industrielle, en tant que telle, comprend, nous avons le brevet d'invention, nous avons le modèle d'utilité, le dessin du modèle industriel, la marque, le nom commercial, les indications géographiques. Nous avons un terme sur la notion de propriété industrielle en général, un terme sur les différents titres que nous protégeons au niveau de la propriété industrielle, le grand fléau qui gangrène l'économie de notre pays, à savoir la contrefaçon. On s'est rendu compte que malgré nos multiples moyens de sensibilisation à travers tout le pays, que la propriété industrielle demeure inconnue du public togolais. Le représentant de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme a invité les participants à mettre à profit ces 2 jours de travail, ce qui leur permettra de mieux appréhender les mesures de lutte contre la piraterie, la contrefaçon et la concurrence déloyale afin de jouir effectivement des fruits de leur créativité, puis contribuer efficacement au développement du pays. Début du procès de Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé à La Haye. L'ex-président ivoirien et le chef des Patriotes sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2011 en Côte d'Ivoire. Devant la Cour pénale internationale, ils se sont rassemblés pour défendre les accusés. Des partisans de l'ancien président ivoirien demandent sa libération et dénoncent un procès de la honte. Oh, Bensouda, chaud! C'est le jour J, Bensouda. Génocide, ouais. Le génocide, ouais. C'est Draban et Soro. Je vais procéder à la lecture des charges portées contre M. Laurent Gbagbo et contre M. Blé Goudé
Crime contre l'humanité, voilà les charges qui pèsent sur Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé, ancien chef des milices patriotes. Meurtre, viol, persécution lors des violences post-électorales en 2010 en Côte d'Ivoire, quand l'ancien chef d'État a refusé de céder le pouvoir au vainqueur du scrutin, l'actuel président Alassane Ouattara. Près de 3000 morts en 5 mois. Le dossier d'accusation est musclé, c'est ce qu'a assuré la veille la procureure Fatou Bensouda. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. Une centaine de témoins sont attendus à la barre. Fatou Bensouda, qui avait dû réviser sa copie en 2013, faute de charges suffisantes selon les juges de la Cour pénale internationale. C'est un jour hautement symbolique pour la justice internationale. C'est la première fois qu'un ancien président est poursuivi. Sa condamnation permettrait d'envoyer un message quant à l'impunité des chefs d'État, mais aussi de redorer le blason d'une instance dont la légitimité est mise en cause, notamment par l'accusé, sa légitimité, mais aussi sa partialité. Ses détracteurs souhaitent voir l'autre camp de la crise ivoirienne jugé. Seule certitude pour l'heure, le procès est prévu pour durer de 3 à 4 années. Au Togo, la police nationale a démantelé hier après-midi un réseau de malfrats qui se préparait à opérer la nuit dans le canton d'Aképé, dans la préfecture de l'Avé. Grâce à la promptitude des forces de l'ordre et de sécurité, ceux-ci ont donc été neutralisés. Adolphe Paquin. Ils étaient sur le point de semer panique et désolation au sein de la population d'Aképé, dans la préfecture de l'Avé. Ici, dans ces champs, les opérations ont pris fin grâce au professionnalisme et au sens de responsabilité des forces de l'ordre et de sécurité qui ont su anéantir les malfrats. Un mortellement atteint suite aux échanges des coups de feu, un autre mis hors d'état de nuire et le troisième a réussi à s'échapper. C'est depuis 11 heures que la brigade de recherche et d'investigation informée depuis Lomé s'est aussitôt déployée sur les lieux avec le groupe d'intervention de la police. La police nationale a reçu une information selon laquelle des individus sont venus de l'autre côté de la frontière pour braquer un individu qu'ils ont identifié pour avoir vendu une parcelle de terrain. Informés, nous avons dépêché une équipe composée des éléments de la BERI et du GIPN. Et sur les lieux, trois individus ont été identifiés. Et au cours de leur interpellation, il y a un qui a pris la fuite en ouvrant le feu sur les agents. Et dans leur riposte, ils ont atteint un autre mortellement. 2 armes ont été récupérées auprès de ces malfaiteurs. 2 pistolets automatiques de fabrication artisanale, des armes blanches et une moto d'immatriculation ghanéenne. La Gavon Christian, 18 ans, confirme l'acte en préparation. Nous étions à Aflao quand nous avons reçu un appel venant d'un charlatan. Arrivé, il nous a remis ses armes et nous devions opérer cette nuit. La promptitude et l'efficacité des forces de l'ordre et de sécurité ont été à juste titre saluées par la population. La police, une fois entendu ça, ils ont fait de leur mieux pour venir nous secourir. La police a fait une intervention salutaire. C'est pour notre sécurité. Nous en sommes ravis. La police nationale a relevé la franche collaboration de la population qu'elle invite davantage à beaucoup plus de vigilance et à une action concertée avec les forces de l'ordre et de sécurité pour lutter efficacement contre l'insécurité.
Alors, c'est l'heure de l'actualité sportive. Je suis avec Claude Ama. Bonsoir, Claude. Bonsoir, René. L'actualité, c'est d'abord le CHAN, la 4e édition, et on connaît déjà les affiches des quarts de finale. Évidemment, Aimé, il s'agit du Rwanda, pays organisateur, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la RDC, de la Tunisie, de la Guinée, de la Zambie et du Mali. Et ces 8 pays qualifiés ont été connus suite aux dernières rencontres de poules disputées hier. Avec Lamine Koko Konaté, voici le point du premier tour. Un premier tour du CHAN Rwanda 2016 marqué par beaucoup de buts avec un niveau de jeu en nette progression par rapport aux éditions de 2009, 2011 et 2014. En 24 matchs, 61 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,5 buts par match. En outre, la phase de groupe a connu aussi beaucoup de surprises, bonnes comme mauvaises. Cités parmi les favoris, le Maroc et le Nigeria n'ont pas pu franchir les barrières. En revanche, le Rwanda, la Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour la première fois au quart de finale. Idem pour la Guinée-Conakry qui n'est qu'à sa première participation à un championnat d'Afrique des Nations. Cette 4e édition du CHAN propose donc d'alléchantes affiches pour les quarts de finale. Déjà samedi à 13h, le Rwanda, pays hôte, tentera d'écarter la RDC. Une mission qui ne sera pas facile pour les Amavubi face aux Léopards, vainqueurs de la première édition de cette compétition. Le même jour, à 16h, duel indécis entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Puis le dimanche vont se disputer les 2 autres quarts, Tunisie, Mali à 13h et à 16h, Zambie, Guinée-Conakry. Alors on poursuit avec l'Europe, avec les matchs de coupe. Nous aurons ici en Angleterre, puis en France pour la Coupe de la Ligue, en Espagne pour la Coupe du Roi et en Italie pour la Coupe d'Italie. Et 203, 3e victoire consécutive face à Toulouse et surtout 3e qualification d'affilée en finale de la Coupe de la Ligue pour le PSG. La Vezzi, bien lancé par Rabiot, ouvre le score à la 65e minute. C'est ensuite au tour d'Andrel Di Maria de briller, un nouveau bijou de l'ailier argentin qui permet à Paris de s'imposer 2-0. En fin de match, Duchesne détourne le pénalty de Martin Braithwaite. Soirée parfaite pour Paris qui rejoint Lille en finale. Manchester City est passé par toutes les émotions en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Everton, mais a fini par prendre le dessus sur les Toffees. Battu 2-1 lors du match aller à Goodison Park, les Citizens ont d'abord concédé un but de Ross Barkley avant que Fernandinho sur une frappe contrée ne les relance. Kevin De Bruyne donne ensuite l'avantage à City avant qu'Aguero ne permette aux Mancuniens de se qualifier pour la finale où ils retrouveront Liverpool. La Coupe du Roi, Barcelone en demi-finale, vainqueur 2-1 à l'aller. Les Catalans ont emporté 3-1 hier face à l'Athletic Bilbao, avec notamment un but de Suarez et un autre signé Neymar en fin de match. Le Barça en demi, tout comme le Celta Vigo, tombeur hier de l'Atlético Madrid. Les Madrilènes éliminés malgré ce but d'Antoine Griezmann. C'est bien Vigo qui s'impose 3-2 avec notamment cette frappe magnifique de Guidetti. Alvaro Morata, bourreau de l'Inter, l'attaquant espagnol a signé un doublé pour mettre à l'abri la Juventus en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. D'abord sur un pénalty provoqué par Cuadrado à la 36e minute, puis à l'heure de jeu sur un centre en retrait de Patrice Evra. Dybala ajoute un dernier but en fin de rencontre, succès 3-0 des Bianconeri, tenant du titre. Match retour mercredi prochain à San Siro. C'est terminé pour ce soir. Oui, c'est terminé, mais samedi, je retrouverai les amis télésportifs à travers le magazine Sport et Détente. Merci, à très bientôt. Alors retenez également que le grand débat sur l'éducation initialement prévu ce soir, juste après le journal, aura plutôt lieu ce week-end sur votre chaîne, la télévision togolaise. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et merci à tous ceux qui nous suivent depuis Bondavé. Au revoir.